Donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc à cette deuxième webconférence de l'année sur la thématique de la mémoire et de l'avancée en âge. Nous traiterons donc le sujet démystifier et entretenir ses capacités cognitives. Et donc, je remercie Ophélie Morel, neuropsychologue, qui va aborder l'évolution de la mémoire avec l'avancée en âge. Et je remercie également Céline Dessin, qui est psychopédagogue et qui nous partagera des conseils pratiques et des clés pour stimuler les fonctions cognitives au quotidien. Avant de laisser la parole, quelques informations sur Défi Autonomie Senior pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes un groupement de coopération sociale et médico-sociale qui a été créé en 2017 par les caisses de retraite, la MSA Nord-Pas-de-Calais, la MSA Picardie, la CARSAT des Hauts-de-France et l'ancien régime des indépendants, l'ex-RSI. Donc, nous mettons en œuvre une politique qui est définie par les caisses de retraite autour des champs du bien vieillir de façon générale et nous réalisons des actions collectives de prévention et d'éducation à la santé. Nous avons également la chance d'être soutenus par des partenaires financiers qui sont d'autres caisses de retraite ou des caisses de retraite complémentaires que sont la CNRACL, l'IRCANTEC, la CAMIEG et l'ENIM, ainsi que les conférences des financeurs des 5 départements de la région des Hauts-de-France. Défi Autonomie Senior a pour mission, comme je le disais, de déployer des actions collectives de prévention sur les Hauts-de-France, mais c'est surtout une mission qui est exercée gratuitement. Toutes nos actions visent à préserver l'autonomie des seniors et elles sont ouvertes aux personnes de 55 ans et plus, que vous soyez retraité ou non, au sein des territoires et au plus proche de vos besoins. Nous déployons une offre qui s'adapte à vos besoins. Donc, toutes les actions que nous déployons en présentiel ou en distanciel, comme l'événement d'aujourd'hui, sont animées par des prestataires qui sont experts des sujets qui sont abordés avec vous. Et donc, ils sont formés à l'animation de nos ateliers et les ateliers se déploient dans une ambiance chaleureuse et conviviale. On pourra en reparler à la fin de l'événement pour promouvoir aussi nos ateliers autour de la mémoire. Si vous souhaitez connaître toutes les actions qui sont organisées en proximité de chez vous, vous pouvez retrouver le planning de nos actions déployées sur les territoires et en visioconférence sur notre site internet www.défi-autonomie-senior.fr. En complément, si vous aimez les actions en distanciel, sachez que nous vous mettons aussi à disposition gratuitement une offre en distanciel qui est complémentaire aux webconférences que nous organisons chaque trimestre au travers la plateforme Happyvisio. Donc, vous retrouverez différents contenus qui sont déployés chaque jour sur différentes thématiques. Pour pouvoir y accéder, il suffit de vous rendre sur le site happyvisio.com, de vous inscrire gratuitement en créant votre compte et de rentrer le code partenaire DEFI en majuscule et vous pourrez bénéficier de l'offre et vous y inscrire au sujet qui vous intéresse. Nous intervenons sur un panel de thématiques relativement large sur les champs du bien vieillir que sont le passage à la retraite, le bien vieillir, l'autonomie numérique, la mobilité, la mémoire, la nutrition, le bien-être, le sommeil, la prévention des chutes, l'activité physique adaptée, la vie affective et sexuelle et les addictions. Donc, toutes ces thématiques sont liées à une offre d'action en présentiel et que vous pouvez retrouver sur notre site internet. Si vous le souhaitez, vous pouvez également visionner nos précédentes webconférences qui ont été déployées. Pour cela, il suffit de vous rendre sur notre chaîne YouTube et de visualiser les contenus qui vous intéressent. Si vous avez des difficultés ou des questions, nous sommes également disponibles par mail à l'adresse contact@defi-autonomie-senior.fr. Je vais laisser la parole tout de suite à Ophélie pour sa partie. Merci. Donc, bonjour à tous, moi c'est Ophélie Morel, donc je suis psychologue spécialisée en neuropsychologie. Ma spécialité, c'est surtout de comprendre l'impact de notre comportement sur notre cerveau et inversement l'impact des lésions ou du vieillissement sur le cerveau. Donc, j'ai travaillé notamment à l'hôpital dans tout ce qui est diagnostic des maladies neurodégénératives. Donc, j'étais la personne qui faisait passer les tests pour évaluer justement la mémoire, mais aussi les autres fonctions cognitives.
Alors aujourd'hui, on va se concentrer un peu plus sur la mémoire. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé en fait d'avoir des pertes de mémoire et de, par exemple, d'oublier ce que vous étiez en train de faire ou de dire, de chercher vos mots ou de ne plus vous souvenir du prénom ou du nom d'une personne, d'un acteur qu'on peut voir à la télé. Donc c'est fréquemment des questions qu'on se pose et c'est aussi avec l'âge où on s'en inquiète davantage par rapport à quand on est un petit peu plus jeune, donc c'est-à-dire autour des 20 ans ou 50 ans. Donc je suppose que si vous êtes là, c'est soit que vous anticipez ce moment-là, soit vous êtes dans ce cas et vous souhaitez un petit peu répondre à ces questionnements. Donc l'oubli, c'est normal. On n'y prête pas attention en fait justement quand on est jeune. Mais quand justement on vieillit, en fait, on comprend qu'il y a un potentiel risque, il y a des peurs. Alors, slide suivante. Donc l'oubli, c'est normal en fait. C'est-à-dire que le cerveau ne retient pas toutes les informations, puisque il y a des informations qui n'ont pas d'importance pour nous, comme par exemple le plat que vous avez pu manger mercredi d'il y a 2 semaines, vous vous en souvenez pas, et c'est normal, puisque le cerveau en fait fait un tri des informations et va retenir surtout les informations les plus importantes. Donc par contre, en vieillissement, du coup, on a un petit peu plus peur et on y accorde un peu plus d'importance. Et de plus, l'oubli, c'est aussi ça nous montre en fait qu'on a l'information en mémoire, que notre cerveau cherche à la récupérer et du coup, c'est positif parce que ça veut dire qu'elle est dans notre cerveau. C'est juste que, ça peut mettre un peu plus de temps pour la récupérer par rapport à quand on est un peu plus jeune. Donc, le cerveau, c'est très grand et c'est divisé en plusieurs parties. Certaines d'entre elles vont avoir des fonctions spécifiques et là, pour l'instant, nous, on va nous intéresser à la zone temporale, en fait. Donc c'est la zone en bleu que vous pouvez voir sur votre écran. Donc la zone temporale, en fait, c'est le centre de la mémoire avec, notre cher ami l'hippocampe qui joue un rôle, très très central, en fait, dans la mémoire, donc on le verra un petit peu plus tard. La zone temporelle, elle regroupe aussi d'autres fonctions. Donc, par exemple, le langage qui est partagé un petit peu avec le lobe frontal et aussi la partie émotion qu'on verra aussi, parce que les émotions, ça a aussi un rôle dans notre mémorisation. Alors, on va voir un petit peu plus en détail la mémoire et les différents types de mémoire qu'on peut avoir. Donc on a d'abord la mémoire à court terme. Donc c'est une mémoire en fait qui nous permet de retenir une information pendant quelques minutes, pendant quelques secondes. On retient à peu près 7 items, on va dire entre 5 et 7 items. Donc par exemple, vous pouvez l'utiliser quand vous êtes à la caisse et qu'on vous demande de rendre de la monnaie. Vous pouvez vous en servir aussi quand vous notez un numéro de téléphone et vous essayez de vous souvenir des 2 derniers chiffres qu'on vient de vous dire à l'instant. Donc là, on va faire un petit exercice juste pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est la mémoire à court terme et que elle est limitée aussi. Donc là, je vous laisse quelques minutes pour observer ces mots et en retenir le maximum. Alors, on va passer à la slide suivante. Le but, c'est que ça soit pas trop long, justement, puisqu'on est sur une mémoire à court terme. Alors là, je vous remontre une liste de mots, sauf qu'il manque 2 mots. Est-ce que vous avez une idée de les mots qui sont manquants dans cette liste? C'est la même, sauf qu'il y a 2 mots qui ont été retirés. Alors, dans le chat, on précise que souris et fleurs semblent manquer. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est bien ça. C'est souris et fleurs, en fait, les réponses. Donc, comme on peut le voir, en fait, c'est vraiment un exercice où on observe des mots sur un très court temps. Donc, ces mots-là, en fait, c'est tout à fait normal de ne pas les retenir dans leur entièreté, et surtout parce qu'on les a vus qu'une fois. Le but, c'est juste une information, en fait, qui reste en mémoire, mais qui va ensuite s'échapper au bout de quelques instants.
Ensuite, il y a la mémoire de travail, donc c'est également une mémoire à court terme, mais cette fois-ci, cette mémoire, elle nous permet de faire des opérations ou d'utiliser l'information qu'on a en mémoire pour faire un petit assemblage. Donc, on la manipule pendant un petit court temps et on peut l'utiliser notamment quand on fait du calcul mental. Donc, on va revenir sur notre exemple de quand on est en course. La caissière, du coup, nous demande le montant de vos courses en fait s'élève à 23,97 et vous donnez un billet de 30. Donc d'après vous, en quelques secondes, combien la caissière doit-elle vous rendre en monnaie? Et un petit peu plus dur pour ceux qui se trouvent ça trop simple, combien de pièces au minimum elle va vous rendre? Bon, au moins au niveau du montant, je vois que vous êtes très réactif, donc on a des forts en mathématiques. Et pour les pièces, 3, 4. Bon, pour la pièce, vous n'êtes pas tous d'accord, mais après, il y a un petit piège aussi. Donc alors c'est bien 6 € et 3 centimes. Et le nombre de pièces minimum, en fait, c'est 3. Bon, si on joue un petit peu, on peut supposer qu'elle peut nous rendre un billet de 5 et 3 pièces, du coup, bah, les centimes. Donc 1 € et 2 centimes et 1 centime. Ensuite, je voulais vous faire un petit exercice juste pour vous montrer que c'est pas la mémoire de travail, c'est pas forcément que du calcul mental, mais c'est aussi une manipulation des lettres et des mots. Donc, je vous ai proposé quelques petits anagrammes. Est-ce que vous avez une idée du mot qui se cache en mélangeant les petites lettres? Alors ouais, pour le premier, c'est sœur. Pour le deuxième, orange. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Je vois que les anagrammes, c'est un petit peu plus dur. Alors ouais, le Personne t'a donné deuxième, la bonne réponse. Oui. Ouais, c'est bien organe. Et pour les deux derniers, je pense que du coup, on laissera le support, en tout cas pour ceux qui veulent. Ah, il y en a un qui a trouvé le. Oui, c'est vrai il pourrait faire tracteur. Le troisième, c'est bien conjoint. Et le dernier, on n'est pas loin, mais. En soi, ça pourrait être créateur aussi. Bon, nous, on avait mis créature, mais bon, ça marche aussi. L'avantage, c'est que notre cerveau peut trouver d'autres choses. Ensuite, on a la mémoire à long terme. Donc la mémoire à long terme, en fait, c'est lorsque les informations, bah, comme le nom l'indique, restent plus longtemps en mémoire. Donc en mémoire à long terme, on a plusieurs types de mémoire. On a notamment la mémoire procédurale. Donc c'est la mémoire en fait qui nous permet de retenir des gestes ou des actions, comme quand on est jeune. En fait, c'est surtout quand on est jeune qu'on la mobilise le plus, comme lorsqu'on apprend à faire du vélo, quand on apprend à utiliser des couverts, quand on apprend à faire un geste spécifique dans un métier. Donc c'est à ce moment-là que la mémoire procédurale intervient et c'est surtout une mémoire qui est très stable. Ensuite, on a dans les mémoires à long terme la mémoire sémantique. Donc en fait, c'est toutes nos connaissances générales. Donc c'est là un peu notre culture. Donc par exemple, la mémoire sémantique d'un chasseur va être très développée au niveau des animaux sauvages, contrairement à une personne qui n'y connaît rien en chasse. Voilà, c'est vraiment nos connaissances en tant que telles. Donc par exemple, en mémoire sémantique, je vous ai mis un petit exemple. Elle se regroupe en, par exemple, un animal qui va se regrouper en animal domestique, animal sauvage, animal marin.
Et par exemple, si on va encore plus loin dans les animaux domestiques, on a chat, chien, hamster, lapin. Si on va dans le chat ensuite, on arrive sur des chats de race ou des chats lambda. Et quand on va dans les chats de race, par exemple, pour ceux qui sont experts, on a plusieurs noms de chats de race. Moi, je suis pas très douée au niveau de ça, j'ai pas beaucoup de connaissances. Mais du coup, l'exemple, c'était le Maine Coon. Donc, par exemple, je vous ai fait juste un petit exemple, parce que la mémoire sémantique, c'est à la fois les connaissances, mais aussi comment les objets sont. Et donc là, je vous ai mis un petit défi, c'est de classer les images du plus petit au plus grand par rapport à ce que vous avez comme référence, en sachant que c'est dans la hauteur qu'on compte. On prend en compte la hauteur des objets. Dans la vie réelle, je précise. Alors, ce qui est marrant, c'est que tout le monde n'a pas forcément le même référentiel, mais en même temps, ça dépend aussi de nos expériences de vie. Peut-être que vous avez vu un plus grand meuble que moi dans votre vie. La réponse, du coup, c'était la petite balle de ping-pong un peu. Je pense que c'est surtout de baseball. Ensuite, on avait le nounours, qui en général, le nounours, il fait à peu près ça. Après, on a le ballon, qui parfois peut faire la même taille. Bon, là, on était sur un petit nounours. Ensuite, il y a la table à manger. La poubelle, qui est plus grande. Ensuite, on a la cabane à chien, qui est parfois plus grande qu'une poubelle. Mais après, ça dépend de votre référentiel aussi au niveau de votre mémoire sémantique. Ensuite, on a la bibliothèque. Et enfin, la maison, forcément, qui est le plus grand, puisque c'est là qui compose tous nos objets. Enfin, on a la mémoire épisodique verbale. Donc ça, c'est une mémoire à long terme également. Et c'est celle qui regroupe tous nos souvenirs, dépendant du contexte, en fait. Donc là, par exemple, vous allez avoir tous vos souvenirs d'enfance, en vieillissant. Les souvenirs aussi un petit peu plus récents, mais qui datent, par exemple, de la veille ou de la semaine dernière. Donc, je vous ai mis un petit exemple, c'est par exemple votre fille ou votre fils qui vous a annoncé son premier 20 sur 20 en rentrant de l'école, ou votre petit-fils d'ailleurs, petite fille. Donc voilà, c'est une mémoire en fait qui est aussi sollicitée en fonction justement de l'émotion que le souvenir vous apporte. Donc, je vous ai fait juste un petit différentiel entre mémoire épisodique et mémoire sémantique. La mémoire épisodique, en fait, c'est vraiment lié au contexte dans lequel l'information a été retenue. Donc, il y a un lieu, il y a un moment, il y a un temps, il y a de l'émotion. Tandis que la mémoire sémantique, on est vraiment sur une information, une culture générale qui n'est pas liée à un contexte, à un temps ou un lieu. Donc, fruits, pommes, bananes, on les catégorise, en fait. On est sur de la catégorisation. Donc, la mémoire, comment ça se passe? Donc, tout d'abord, on va voir un petit peu comment on mémorise, en fait. Qu'est-ce qui intervient? Comment ça se passe? Donc, d'abord, on a un stimulus. Donc, en fait, le stimulus, c'est quelque chose qu'on souhaite mémoriser. Un souvenir, un prix, un élément acheté, quelque chose que quand vous devez aller faire en course, il ne faut pas que je l'oublie, il faut vraiment que je le retienne. Donc là, on suppose, c'est le jus d'orange. Donc, il y a nos organes sensoriels qui s'activent, donc la vue, l'odorat, l'audition, notamment dans un contexte donné. Donc, par exemple, vous ouvrez votre frigo, vous vous rendez compte qu'il n'y a plus de jus d'orange. Parce que la boîte qui est actuellement dans le frigo, en fait, elle est périmée. Donc, il y a nos régions sensorielles, on va dire, qui s'activent et qui prennent en compte cette reconnaissance en fait du jus d'orange qui est périmé parce que c'est une odeur en fait qu'on connaît, qu'on a acquis et du coup on se rend compte que ce jus d'orange est périmé et du coup je dois en acheter un nouveau.
Donc ça, c'est une information que vous souhaitez mémoriser. Donc dans ce cas-là, il y a un processus attentionnel qui va s'activer, c'est-à-dire qu'on va souhaiter le mémoriser, donc on se concentre davantage. Donc soit l'information va passer en mémoire à court terme, et du coup, quand elle passe en mémoire à court terme, c'est par exemple, vous prenez l'initiative, d'avertir quelqu'un, d'aller chercher, par exemple, du jus d'orange dans la cave, ou vous-même, vous allez y aller. Donc c'est, vous savez qu'il n'y a pas besoin de la mémoriser inconsciemment. Vous savez qu'il n'y a pas besoin de la mémoriser très longtemps, donc ça reste à court terme. Soit vous savez qu'il faut vous la retenir beaucoup plus longtemps, et du coup, dans ces cas-là, l'information va passer à long terme. Par exemple, vous prévoyez d'aller au magasin ou de demander à quelqu'un d'y aller, donc vous souhaitez le mémoriser plus longtemps, et du coup, il y a un processus de consolidation qui va se mettre en place. Et ensuite, par exemple, si on a peur de l'oublier ou on souhaite s'en rappeler, on peut mettre en place en fait un mécanisme de récupération, c'est-à-dire s'en rappeler plusieurs fois dans la journée, voire répéter l'information. Donc par exemple, si vous l'avez noté sur un papier, eh bien du coup, vous vous souvenez davantage, de cette information puisque vous vous rappelez avoir noté justement jus d'orange sur le frigo ou sur, une note en papier. Ou si par exemple, vous rouvrez le frigo dans la même journée, vous allez vous souvenir que, bah, du coup, il y avait, ce fameux jus d'orange qui manque dans votre frigo et du coup, il y a une répétition qui se met en place et du coup, bah, la récupération, sera d'autant plus, facile. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Il faut savoir du coup que la mémoire par contre, elle fonctionne pas tout seul. Comme je vous ai dit, il y a le processus de concentration, mais il y a aussi, l'amygdale qui joue un rôle, important dans la mémorisation. C'est-à-dire qu'en fait, les souvenirs qui sont, plus ou moins qui ont une intensité émotionnelle plus importante, eh bien, on va s'en souvenir justement de façon, plus marquante, que ce soit positif ou négatif. Quand c'est négatif, on parle plus de souvenirs traumatiques. Quand c'est positif, on parle de super souvenirs, dont on se souvient même quand on vieillit. Bah, c'est les souvenirs justement qui restent quand on est jeune. Il y a aussi du coup, comme je vous disais, l'hippocampe qui joue un rôle important dans la mémorisation parce que c'est lui qui permet de créer des nouveaux souvenirs. En fait, il détecte, quand un souvenir est nouveau, quand un élément est nouveau qu'il faut retenir. Et c'est lui, en fait, avec le sommeil, qui permet justement de trier entre les informations utiles, les informations inutiles, et qui joue un rôle justement dans votre mémoire. Et enfin, bah, du coup, il y a le cortex préfrontal qui joue un rôle dans tout ce qui est attention, mémoire à court terme et dans le travail en fait de l'information. Donc, la mémoire, comme je vous disais, elle s'améliore avec la récupération, c'est-à-dire que plus vous récupérez l'information, plus vous allez vous forcer à la récupérer et grâce à cette répétition, vous allez justement créer de nouvelles traces qui font que bah, l'information sera de plus en plus utile à mémoriser. Par exemple, si vous empruntez un même trajet en voiture, vous vous en souviendrez de façon plus facilement en fait. Puisque justement, par exemple, le 1er trajet, ça va être un peu plus compliqué parce que vous découvrez les panneaux. Le 2e trajet, vous allez faire attention à d'autres détails qui vont justement confirmer ce trajet-là. Et enfin, le 3e trajet, bah, vous avez plus besoin de mettre de GPS. Vous savez très bien reconnaître les panneaux, la route, qu'il faut tourner à droite après le buisson. Et grâce à cette mémorisation en fait et cette récupération, vous pouvez justement retenir plus facilement. On va voir juste un petit peu en détail ce qui se passe justement avec l'âge et le vieillissement. Donc, comme je vous disais, il y a en mémoire, en fait, il y a tout d'abord un processus d'apprentissage. Donc, c'est là où justement l'attention est mobilisée, la concentration. Et on observe en fait que notamment quand il y a tout ce qui est dépression, maladie du vieillissement ou médicaments, bah, ce processus-là peut être impacté et peut du coup causer des petites pertes d'oubli. Puisque bah, forcément, si on n'est pas concentré, l'information passe pas très bien en mémoire à court terme, ou du moins n'est pas complète. Donc ça arrive en dépression bah, souvent parce que la personne a la tête ailleurs ou rumine ou a des pensées justement négatives, donc n'est pas concentrée sur l'instant présent. La même chose pour les médicaments ou bah, du coup ou le vieillissement qui montre que en fait avec l'âge et c'est tout à fait normal qu'on est beaucoup moins attentif que quand on est plus jeune puisque bah, en fait avec l'âge il y a le cortex préfrontal qui est un petit peu
qui est le premier en fait justement à se retrouver, on parle d'atrophie mais vraiment minime et du coup c'est normal de retrouver cette baisse de concentration avec l'âge. Ensuite, on peut avoir le stockage. Donc là, c'est l'information en mémoire qui peut être atteinte. Alors là, c'est plus dans certaines pathologies comme la maladie d'Alzheimer. Mais ce stockage, en fait, comme je vous disais, quand on a conscience de cet oubli, ça veut dire que c'est pas un problème de stockage, ça veut dire que c'est un problème plutôt de récupération, c'est-à-dire qu'on a des difficultés à aller chercher l'information. On sait qu'elle est dans notre mémoire, on sait qu'elle est dans justement ce stockage-là, mais elle veut pas sortir, et du coup, on a besoin d'indissage, on a besoin de un peu plus de temps. Et dans ce processus-là, bon bah avec le vieillissement, ça met plus de temps à retrouver les informations. Ça peut être aussi un petit peu lié à d'autres maladies qu'on peut retrouver. Bon, je ne vais pas vous faire le descriptif, mais en tout cas, voilà. C'est pour ça qu'on vous dit que l'oubli, c'est plutôt rassurant, en fait. Comme je vous disais, bon, je répète un petit peu, mais c'est important puisque bah, c'est souvent la cause justement des oublis. C'est surtout ce manque de concentration et d'attention. Puisque bah, s'il n'y a pas d'attention, si elle diminue ou si on n'est pas attentif, bah, forcément, il n'y a pas de consolidation, puisqu'on ne peut pas encoder correctement l'information. Elle reste juste en court terme et elle ne passe pas vers ce processus long terme. Donc, je vous ai mis des petits conseils, en tout cas, pour, même si ma collègue Céline va pouvoir prendre le relais ensuite sur ces conseils, mais au niveau de l'attention, ce que je vous conseille, c'est quand c'est des informations importantes ou quand vous savez que justement cette personne vous signale fréquemment que vous vous souvenez pas de ce qu'elle vous dit ou qu'elle se répète, de peut-être être attentif quand elle vous parle et de pas faire une tâche en parallèle, ou alors de faire des mini-pauses pendant l'échange, comme lui demander attends, je vais aller chercher le café, juste pour prendre un petit peu de temps pour vous, pour vider un peu cette concentration, puisque bah, c'est comme les enfants, hein, on a besoin de faire des pauses. On ne peut pas être constamment concentré, comme là par exemple sur tout le temps que j'ai parlé, je pense qu'il y a eu des moments où ça a descendu, il y a peut-être quelque chose qui a attiré votre attention, donc voilà, c'est normal de ne pas être constamment concentré, et parfois c'est bien d'imposer nos propres pauses pour pouvoir se dire que là, l'information n'est pas très importante. Oui, l'attention peut être impactée aussi par l'émotion, puisqu'elle est liée, comme je vous disais, la mémorisation s'améliore selon l'importance qu'on accorde. Donc si par exemple le sujet vous intéresse pas, bon bah vous allez être moyennement concentré et l'information ne sera pas forcément retenue à long terme. Donc c'est tout à fait normal aussi que bah, on va pas retenir toutes les informations puisque bah, si elles nous intéressent pas, bah, on va pas faire attention et on n'y peut rien. C'est notre cerveau et c'est nous qui déterminons les émotions des informations. Alors, je vous ai juste mis un petit tableau entre les ennemis et les alliés de la mémoire. Donc, les ennemis, bon, bah, c'est le stress, l'angoisse. C'est-à-dire que si vous avez peur d'oublier, si vous avez peur que la personne vous dit ah là là, tu te répètes, bah, du coup, ça va amplifier les difficultés de mémorisation, ça va vous mettre une pression. Et aussi, quand vous n'arrivez pas à vous souvenir d'une information, c'est pareil, il y a une pression qui se crée en se disant j'arrive pas à m'en souvenir, oh là là, ça devient inquiétant, est-ce qu'il m'arrive quelque chose? Donc voilà, ne pas stresser, laisser le temps, comprendre que bah, c'est lié à l'âge et qu'il faut un peu plus de temps en tout cas pour retrouver les informations, mais ne vous laissez pas submerger par ce stress et cette angoisse. Le manque de sommeil, puisque comme je vous l'ai dit, l'hippocampe, ça joue un rôle dans la mémorisation. Il intervient surtout dans le sommeil pour trier les informations nouvelles et anciennes. Et si bah, y a un manque de sommeil, il ne peut pas consolider les informations, en tout cas pas toutes. Donc bah, forcément, au bout d'un moment, il y a un tri qui va se faire aussi. Et du coup, bah, soit les informations seront moins bien encodées, soit il y en a certaines qui vont squeezer. Parce que bah, le sommeil viendra plus tardivement. La surcharge cognitive, donc dans le cas par exemple de dépression ou le fait d'être hyper mobilisé, bah, dans ces cas-là, en fait, quand il y a une surcharge cognitive, on n'est pas forcément très attentif. Il peut avoir aussi un manque de sommeil et du stress. Donc c'est le tout englobé. Et du coup, prenez le temps de faire des pauses, prenez le temps de réfléchir, de faire des pauses si jamais vous vous rendez compte que recevoir quelqu'un, c'est trop.
L'alcool, ça joue aussi ça peut causer à la fois des lésions au cerveau et ça peut causer en même temps par exemple, si vous consommez un verre d'alcool plutôt le soir, le sommeil sera moins récupérateur que si vous l'aviez pris plus tôt. Donc voilà, l'alcool en tout cas une fois, mais pas tous les jours, et plutôt en tout cas le midi plutôt que le soir, sinon le sommeil sera pas forcément réparateur. Et les alliés, bon bah, le sommeil réparateur, ou du moins un cycle stable. C'est normal de dormir moins avec l'âge, faut pas s'inquiéter. Le plus important, c'est d'avoir un cycle stable, c'est-à-dire de se coucher à peu près à la même heure, à peu près, hein, on n'est pas sur le mid-terre, et de se réveiller un peu, bah, justement à la même heure. Une alimentation équilibrée, mais ça sera ma collègue Céline qui va revenir dessus. Une activité physique, ça sera également elle sur les trois derniers points. Je vais la laisser parler en tout cas. Et si vous avez des questions sur ma partie, n'hésitez pas. En tout cas, je vous ai fait un petit vrai ou faux. Je ne sais pas si on a le temps de le faire ou pas. Oui, on va avoir le temps. Il y a juste une question qui est arrivée qu'on va pouvoir traiter maintenant. Quels sont les médicaments qui vont avoir un impact négatif sur la mémoire? Alors, je ne vais pas vous préciser en tant que tel. Par exemple, votre médecin traitant peut prescrire par exemple des médicaments pour le sommeil. Il y en a qui sont adaptés pour justement les personnes âgées et d'autres qui ne sont pas adaptés justement pour l'âge. Donc c'est à voir avec votre médecin traitant si ça fait par exemple un certain temps que bah, vous prenez ce médicament-là, par exemple depuis que vous avez 40 ans, juste vérifier avec lui si aujourd'hui, avec l'avancée de l'âge, il est toujours adapté ou s'il n'y en a pas un plus adapté par rapport à votre âge. Parfois, c'est bien pour les personnes qui ont l'habitude de prendre des antidépresseurs ou des médicaments pour le sommeil, de juste vérifier si, avec l'avancée en âge, c'est toujours conseillé ou si justement ça peut causer des difficultés, enfin des facteurs de risque. Merci. On avait également une question sur le sommeil. Vous y avez en partie répondu. Et puis, on peut inviter aussi les personnes à participer à nos ateliers sommeil pour en apprendre davantage et puis bénéficier de conseils pour mieux dormir, ou en tout cas pour pouvoir échanger autour de cette thématique. Et Ouais, puis, c'est très vous large. pouvez aussi visionner une webconférence sur notre chaîne YouTube sur la thématique du sommeil. Et une dernière question avant de passer au vrai faux. Quand on a des difficultés de souvenirs ou pour se rappeler de certaines choses, est-ce qu'il y a des évolutions qui sont possibles? Des évolutions, oui, j'ai vu la question, mais j'ai du mal à comprendre si c'est évolution négative ou si c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Je ne sais pas trop dans quel sens c'est. On va inviter Monsieur Freddy à donc préciser sa question si c'est possible et puis on y reviendra après ou Ouais. sinon on y répondra par la suite par écrit. On avait également aussi, je pense, une confusion quand on a parlé des amygdales, entre les Ah, amygdales du cerveau ah et les oui. amygdales de la gorge, peut-être préciser pour éviter effectivement toute confusion. Et puis on passe au point d'après. Merci. Oui, c'est vrai. Oui, les amygdales, oui, c'est une zone située dans le cerveau, ça n'a rien à voir avec. Oui, c'est vrai que pour moi, ça paraît instinctif, mais oui, oui, non, non, ça n'a rien à voir avec ceux de la gorge. Ils sont pas liés, ils sont pas du tout liés. Donc, pas d'inquiétude sur la mémoire. Si on n'a plus les amygdales de la gorge, ce n'est pas en lien. Merci. Alors, je vous ai mis des petits vrais ou faux. Avec l'âge, nous nous souvenons plus facilement des événements du passé plutôt que des événements récents. Alors ça, c'est quelque chose que j'entends souvent, des personnes qui me disent ah là là, je me souviens de quand j'étais jeune, du passé, etc. Mais par contre, maintenant, c'est une catastrophe. J'arrive plus du tout à retenir les informations récentes. En tout cas, c'est plus compliqué. On a beaucoup de vrais qui remontent. Ouais. Alors, il faut savoir qu'en fait, c'est une illusion. C'est pour ça que j'ai voulu traiter cette question. En fait, comme je vous disais, notre hippocampe trie les informations, et en fait, à force, bah, avec l'âge, forcément, les informations récentes, on les retient de façon moins importante puisque, bah, c'est pas des informations importantes pour le moment
Et en fait, les faits anciens restent intacts puisque ils ont déjà été triés, ils ont été retriés en plus à 40 ans, ils ont été encore à nouveau retriés à 60 ans. Donc le tri a déjà été fait et en fait, c'est normal qu'on a cette impression de retenir moins bien les informations récentes. C'est juste une fausse croyance. C'est parce que les informations récentes, il y a une grande partie en fait qui est pas très importante pour le moment et du coup, ça nécessite pas de les retenir. En tout cas pour lui. Il faut éviter de prendre des notes car si nous notons, on fait moins travailler notre mémoire. D'après vous, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que faut noter ou est-ce qu'il faut pas noter? Alors j'ai principalement de faux. Alors oui, c'est faux. Le fait de noter, en fait, ça facilite le tri de l'information. En gros, vous dites de façon consciente à votre cerveau, ça faut que je le retienne. Donc vous mobilisez en plus votre attention au moment de l'écriture et en plus le plus important en fait c'est pas forcément de tout de suite regarder vos notes, mais de prendre le temps d'essayer de vous en rappeler sans regarder. Et si jamais vous n'arrivez pas à vous en souvenir, et ben dans ces cas-là vous regardez votre note. Mais en tout cas peut-être juste de faire l'effort de ne pas regarder tout de suite votre prise de notes et d'essayer de vous en rappeler tout seul. Donc quand vous notez une liste de courses, d'essayer de faire vos courses sans la note et ensuite de vérifier si vous avez oublié des choses. Comme ça, au moins, vous mobilisez à la fois votre processus de récupération et en même temps, vous vérifiez si vous aviez tout bon ou pas. Alors, l'oubli des noms, prénoms est un signe de perte de mémoire qui nécessite la mise en place d'une consultation donc auprès du médecin traitant. Est-ce que quand on oublie les noms, prénoms des acteurs ou des personnes qu'on n'a pas vues, en général, c'est qu'on n'a pas vu depuis un certain temps, est-ce qu'il faut consulter auprès du médecin? Alors oui, c'est faux. L'oubli des noms et prénoms, c'est très fréquent. C'est une mémoire en fait sensible. C'est pas les premiers signes d'une maladie neurodégénérative. Je crois que je le révoque juste après. Hem Justement, le sentiment, d'oubli, comme je vous disais, c'est positif parce que, ça veut dire que notre cerveau est en train de mettre en place son processus pour pouvoir récupérer l'information et dans ces cas-là, faut rester calme, faut pas stresser, faut pas se mettre la pression en se disant: «Là, j'arrive plus à me souvenir de rien». Faut le laisser retrouver l'information et en général, vous vous rendez compte que quelques minutes ou quelques heures après, l'information revient, mais c'est juste qu'elle est un petit peu plus profonde donc, on met un peu plus de temps pour la retrouver. Ça nous arrive même parfois en étant jeune. Si mes parents ont une maladie neurodégénérative, il y a de fortes chances que je sois atteinte d'une maladie d'Alzheimer. Alors ça, j'entends aussi fréquemment des personnes qui ont eu leurs parents ou, de la parenté, concernée par cette maladie et où du coup, il y a une inquiétude, plus forte, d'avoir justement cette maladie-là. J'ai l'impression qu'il y avait plus de faux que de vrai, mais, donc oui, c'est faux. Les personnes en fait atteintes, de la maladie d'Alzheimer, il y a que 1 d'hérédité, donc c'est, très, 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 très faible et en général, la maladie d'Alzheimer, c'est surtout lié à des facteurs sociaux et environnementaux. En général, quand on parle d'hérédité, ça concerne plutôt les maladies, qui arrivent, très tôt, c'est-à-dire, donc avant 60 ans, autour des 40-30 ans. Donc, en facteurs de risque et sociaux, il y a par exemple l'âge. Bon, forcément, plus on vieillit, plus on a forcément de chances de détecter ou d'avoir justement une démence. Mais ça ne veut pas dire qu'en vieillissant, on en a obligatoirement. Les facteurs environnementaux, c'est la répétition, les anesthésies, qu'on peut faire. Plus il y en a, plus, du coup, forcément, ça cause des petits dommages au cerveau et du coup, ça peut en tout cas causer des dommages au cerveau ou l'exposition à des facteurs de risque cardiovasculaires, c'est pour ça qu'on conseille une bonne alimentation. Ou encore les facteurs sociaux, donc par exemple, le fait d'être stimulé, ça porte une réserve. Le fait d'avoir de bonnes connaissances aussi, c'est une réserve cognitive et en fait, cette réserve cognitive, du coup, elle va compenser justement la perte d'informations et de mémoire avec l'âge et au moins du coup, en fait, vous renouvelez vos informations, en d'autres termes. Vous restimulez tout ça.
C'est pour ça que les recommandations de l'OMS vous conseillent du coup une activité physique par rapport à ces risques cardiovasculaires. Il en est de même pour l'arrêt du tabac et l'alimentation saine. L'activité sociale et cognitive, du coup, c'est lié aux facteurs sociaux, d'où la réserve cognitive. Plus vous êtes stimulé, plus vous créez des connaissances, plus vous maintenez justement cette réserve et cet apport de connaissances, et votre cerveau vous montrez à l'intérêt de rester actif. Et de même, la gestion du poids et les risques cardiovasculaires, bon, bah, c'est en lien avec ce qu'on a vu. Et la gestion de la surdité, c'est parce que bah, si justement les personnes sont sourdes, elles sont moins stimulées parce que bah, elles font moins attention à ce qui se passe dans l'environnement, donc elles retiennent en plus moins bien. Si j'ai des pertes de mémoire fréquentes, il vaut mieux consulter. Alors oui, c'est vrai. Quand il y a des pertes de mémoire, il vaut mieux consulter, même s'il n'y a rien, plutôt que d'attendre et peut-être de passer à côté de quelque chose ou de ne pas prendre en charge à temps, justement, une potentielle maladie. Donc au moins, dès qu'il y a un doute, vaut mieux aller voir. Comme ça, en plus, ça réduit le stress et l'angoisse de la peur d'être atteinte. Au moins, vous avez les résultats. S'il n'y a rien, bon bah tant mieux. S'il y a quelque chose, bon bah tant mieux aussi, parce que du coup, prise en charge précoce veut dire réduction des pertes de mémoire à long terme. Le vieillissement normal, normalement, c'est un processus régulier et dynamique, c'est-à-dire que les pertes de mémoire se font de façon progressive, tout doucement après 60 ans, c'est pas d'un coup. Et il y a une baisse de performance dans toutes les mémoires qu'on a vues, c'est-à-dire la mémoire de travail, donc la manipulation des mémoires à court terme, dans la récupération des informations, donc on a plus de difficultés à se souvenir, à avoir accès à l'information, cette impression d'avoir des oublis. Tandis que bah, le vieillissement pathologique, c'est plutôt un phénomène qui va arriver brutalement, donc qui arrive plus tardivement. Alors, je te laisse passer la diapo, Marie, où, en fait, justement, il va avoir des oublis et une atteinte plus marquée, où la personne va vraiment poser des questions très répétitives en l'espace de on va dire 6 mois. Il va avoir une perte d'intérêt aussi, des changements au niveau comportementaux, donc une perte d'intérêt pour les choses, les loisirs, une altération aussi des autres fonctions, comme le langage. Donc voilà, ça va être plus marqué et ça va pas se faire progressivement comme juste se questionner quand on a des oublis, c'est vraiment beaucoup plus marqué. Voilà un petit peu. Alors, on va traiter quelques questions rapidement avant de passer à la partie d'après avec l'intervention de Céline. Alors, on a eu une précision sur la question quand on a des difficultés à se rappeler. Sur les évolutions potentielles, c'est à la fois sur les améliorations ou des dégradations dans le temps. Quand la difficulté à se rappeler, bon, bah, ça peut être lié comme je vous disais, quand il commence à avoir de plus en plus d'oubli, au pire des cas, rien ne coûte d'aller voir le médecin traitant. Ça peut être en fait juste des petites lésions au cerveau qui causent bah, justement ces petites difficultés de récupération. Donc c'est peut-être par exemple si l'hypertension n'a pas bien été traitée pendant un certain temps, et bah, du coup ça cause des petites difficultés de récupération. Ça peut être d'autres pathologies, comme par exemple je pense à la maladie de Parkinson. Mais comme on dit, la maladie de Parkinson, ça ne veut pas dire forcément que bah, on va perdre la mémoire avec, puisque bah, justement le processus de récupération, c'est un processus qui se traite très bien. Donc en amélioration, plus vous le stimulez, donc plus vous faites l'effort de vous rappeler tout seul de l'information, plus il va se conserver et plus il va être opérant. Donc ça veut dire qu'il va marcher. Donc c'est vraiment un processus qui peut bien se faire travailler, contrairement au stockage où c'est un peu plus délicat. Merci. Quelle est la différence entre démence sénile et maladie d'Alzheimer? C'est la même chose, sauf qu'aujourd'hui, démence sénile, ce n'est plus un terme qui est employé. C'est plus un terme qui est employé. Maintenant, en fait, ce qui remplace démence sénile, c'est trouble cognitif majeur.
Merci. Quels sont les moyens mémotechniques pour mémoriser ou retrouver un fait ancien? Alors après, peut-être que Céline va aussi Ouais. en parler dans sa partie. Donc, si toutefois ça n'a pas répondu à votre question, on pourra retraiter la question ensuite. Comment faire la différence entre un oubli et plutôt une étourderie? Euh, Bah, peut-être s'il y a vraiment du questionnement sur est-ce que j'ai oublié ou est-ce que c'était un problème d'attention, peut-être juste tester pendant une discussion avec quelqu'un d'être vraiment concentré, de faire des pauses et pour faire des pauses, pardon, pour faire la distinction entre est-ce que c'est des étourderies ou oubli. Donc vraiment se forcer à mobiliser son attention et voir. Après, venir justement dans des ateliers de Steamco, ça peut être aussi l'opportunité de voir si c'est une étourderie ou si c'est des oublis. Puisque bah, en général, on est concentré quand on veut vraiment mémoriser. Merci. Alors, on a parlé de problèmes d'audition. Est-ce que les acouphènes, elles peuvent aussi accélérer le vieillissement cérébral et avoir un Non, lien non, donc, non. avec des pertes de Non, non, il mémoire? n'y a pas de lien. La surdité tout court, oui. Faut vraiment la traiter pour rester alerte sur ce qui se passe et pour être stimulé via des sons. Mais les acouphènes, non, c'est pas lié. Très bien. Et le stress, vous en avez parlé et on en reparlera ensuite. Donc, je vous propose qu'on passe à la seconde partie, donc la partie de Céline Dessin. Merci. Bonjour à tous, merci Ophélie pour toutes ces précisions en amont. Et donc moi je suis Céline Dessin, je suis formatrice spécialisée en psychopédagogie et j'interviens depuis quelques années pour Défi Autonomie sur les ateliers Steamco et PEPS et le bien-être et le sommeil. Voilà, donc j'en profite pour faire un petit coucou au Seigneur du 62, puisque j'interviens essentiellement sur le 62 et la Côte de Pâle. Et je sais qu'il y a l'équipe du Nautilus qui est derrière l'écran. On a l'association Bienveillir à Coulogne. Donc, je leur fais un petit coucou, la médiathèque d'Audric, et puis toutes les personnes que j'ai croisées durant ces dernières années sur les ateliers Steamco et PEPS qui sont venus enrichir aussi ma pratique. Voilà pour cette introduction. Donc, je vais compléter un petit peu des informations autour du cerveau. Donc là, vous avez un visuel qui a été présenté déjà par Ophélie tout à l'heure avec un focus sur le lobe temporal. Nous, on va pouvoir voir au travers des exercices mis en pratique tout à l'heure plutôt le contrôle inhibiteur et l'attention qui se situe dans la partie rose que vous voyez donc au niveau du lobe frontal. Vous avez toute la partie en fait qui est liée au logicomate avec les capacités mathématiques, le repérage spatial et tout ce qui est du domaine sensoriel qui se situe donc au niveau du lobe pariétal et tout ce qui va être au niveau de l'interprétation des informations. Vous avez donc parallèlement le lobe occipital au niveau de la vision qui est un élément aussi important pour la prise d'information et donc le lobe temporal sur lequel tout à l'heure Ophélie a insisté et nous allons parler au niveau des fonctions exécutives tout à l'heure effectivement de la mémoire à court terme et comment on peut effectivement alléger la charge mentale avec des stratégies de mémorisation. On a aussi le cervelet qui est le contrôle des mouvements et vous avez l'hippocampe dont a parlé tout à l'heure Ophélie. Voilà. Donc, voilà. Donc là, l'hippocampe qui est vraiment le QG du cerveau et le siège de la mémoire de travail pour compléter l'information. Donc là, on a l'étape du cheminement d'une information. Donc tout à l'heure, il a été stipulé les modalités pour encoder. Donc, pour encoder, il faut passer par le processus de la perception, donc de la mémorisation sensorielle, qui est essentielle et qui est vue dans les différents ateliers que nous faisons. Nous avons effectivement des tests au niveau de l'odorat. Nous avons des pochettes surprises, effectivement, avec des choses à toucher
pour venir un petit peu questionner ce mode de perception. Et pour mémoriser, il faut effectivement utiliser un maximum la palette des sens. Donc, entre l'auditif, le visuel, le kinesthésique et le toucher, l'odorat et le goût, qui vont être des éléments récupérateurs pour favoriser la mémorisation. Vous avez vu tout à l'heure l'action de la mémoire de travail qui, elle, va traiter, effectivement, favoriser la compréhension et favoriser aussi le mécanisme d'encodage vers les mémoires à long terme qui vont, elles, stocker et durablement et qui seront très fiables. Donc, vous aurez donc de nouveau la mémoire procédurale, la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. Et grâce aux activités motrices et cognitives que vous effectuez, vous allez aussi construire des modes de récupération qui vont favoriser la récupération des informations si effectivement il y a de l'oubli ou des difficultés à se rappeler de certains événements. Nous allons parler maintenant de la rétention de l'information. Donc en fait, pour favoriser la mémorisation, il faut passer d'un mode passif à un mode actif. Donc quand par exemple, on lit, souvent on me dit quand je lis alors lire le soir, effectivement, on est un petit peu plus fatigué, donc on manque parfois d'intention. Donc lire ne suffit pas. Dire les choses à voix haute viennent toucher aussi le domaine sensoriel. Donc, on passe de quelque chose qui a été vu à quelque chose qui a été écouté. Donc, lire à voix haute double l'entrée au niveau des informations et ça favorise donc du coup le mode actif. Plus on passe du mode passif au mode actif, plus on a des chances de comprendre, donc de mémoriser. Si je prends l'exemple, par exemple, de faire des crêpes, si vous voulez mémoriser une recette qui est d'apparence simple, si vous cassez vos œufs et que vous cassez vos œufs en le disant et en le faisant, et que vous expliquez votre recette à votre petit-fils ou à votre petite-fille, il y a de fortes chances que la recette de la crêpe soit intégrée parce que vous serez passé par tous ces cheminements-là. Vous avez aussi en parallèle les informations concernant la courbe de l'oubli. Donc vous avez Ebbinghaus, qui est un philosophe et psychologue allemand de la fin du 19e, qui a étudié cette courbe de l'oubli. Et vous le voyez donc là au niveau de l'échelle, le pourcentage de rétention de l'information est de plus en plus important, avec une perte à peu près de 20 à 30% au bout de 10 minutes. Donc effectivement, une partie des informations qui ont été vues dans cette première partie sont déjà pour certaines oubliées. Elles le seront encore un petit peu plus ce soir et encore plus dans une semaine et voire dans un mois. Vous n'aurez gardé pratiquement que 20% de ces informations-là. Donc pour contourner cette difficulté-là et cette courbe de l'oubli, il faut réactiver les choses régulièrement. Donc, on reviendra sur la réactivation. Donc, à un jour, une semaine, un mois, c'est effectivement l'idéal pour stimuler l'information que vous voulez mémoriser. Donc, le code 111 à conserver. Alors là, vous allez avoir une illustration des connexions neuronales. Alors, vous venez de voir une petite vidéo qui illustre les connexions neuronales. Donc, voilà comment ça se passe dans votre cerveau pour favoriser les connexions. Si on peut peut-être revenir, Marie, sur juste l'image précédente, plus le maillage est important. Voilà, merci. Le maillage est important,
plus les connexions sont importantes et la mémorisation sera favorisée. Donc, en fait, plus vous empruntez le chemin, comme le disait tout à l'heure Ophélie, plus il sera facile d'accéder à l'information et de favoriser la mémorisation. Donc là, vous en avez eu une illustration. C'est une vidéo qui l'illustre sur 7 jours à peu près. Donc, vous voyez que toutes les connexions, en fait, sont denses en fonction des chemins qui sont pris. En quelques chiffres, le cerveau, 400 grammes à la naissance, 1 kg à 1 an et 1,3 kg, voire 1,5 kg en fonction de sa singularité à l'âge adulte. Quand on dit que le cerveau évolue, oui, il évolue du bébé jusqu'à 25 ans. Donc, ça permet effectivement aux étudiants qui parfois se posent des questions sur leur capacité de mémorisation, notamment quand ils sont en phase d'examen, de se dire qu'il y a de la marge. Jusque 25 ans, on a cette évolution-là et après, on s'adapte. Donc, je tiens aussi à signifier que 80 milliards de neurones et 1 million de milliards de connexions, ce n'est pas rien. Votre cerveau a une capacité bien plus importante que Apple et Microsoft réunis. Donc, ne l'oubliez pas, il est très performant. On va aborder après la question de la plasticité cérébrale. Donc là, vous avez un petit schéma d'un neurone qui explique un petit peu sur le plan biologique comment ça se passe. Alors là, vous avez au bout le synapse qui, lui, en fait, libère les neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs sont les informations qui circulent dans le neurone. Et vous avez donc la ligne de l'axone. Et ce qui est important à retenir sur cette neurone, c'est que pour faire circuler l'information, il faut qu'il y ait une réaction aussi chimique. Donc, vous avez la myéline qui est à l'intérieur de l'axone qui a besoin de faire circuler l'information. Du coup, il faut boire et boire de l'eau, pas de soda, pas d'alcool par rapport à la mémorisation, mais l'eau va favoriser les connexions neuronales. Donc, c'est important pour pouvoir rebasculer après vers le noyau du neurone et rediffuser l'information et la faire circuler comme nous avons pu le voir précédemment dans la vidéo. Donc, les neurotransmetteurs et les récepteurs communiquent entre eux. Ils ont besoin d'être stimulés, sinon ils meurent. Mais il y en a pas mal, donc c'est plutôt rassurant. Ceci dit, si vous n'empruntez pas certains chemins, effectivement, ils ne sont plus utilisés, ils n'existent plus. Par contre, s'ils sont stimulés, ils seront plus denses, comme on a pu le voir au niveau du maillage tout à l'heure des connexions neuronales. Pour cela, il faut effectivement un bon sommeil, une bonne alimentation et du bien-être avec l'activité sportive. Donc, on va faire un petit zoom sur le rôle du sommeil et pour ceux qui veulent effectivement avoir un petit peu plus d'informations, vous pouvez vous inscrire sur les ateliers sommeil de Défi Autonomie Senior. Donc, vous avez là une image qui représente le petit train qui identifie le cycle du sommeil avec cette première phase d'endormissement et la deuxième partie qui va concerner le sommeil lent et léger, qui va favoriser un état de relaxation au début de la phase d'endormissement. Donc, vous avez la partie du sommeil lent et profond qui nous intéresse parce qu'elle commence à favoriser la récupération physique et à favoriser la mémorisation verbale et spatiale. Elle est prédominante dans cette première partie de la nuit. Ce qui est important de savoir, c'est que le sommeil paradoxal qui va arriver dans les 20 minutes dans le premier cycle du sommeil va questionner donc la gestion des émotions et le rappel des rêves et notamment la mémorisation. C'est là que vous allez encoder. Donc, c'est important en fait d'avoir un bon sommeil paradoxal et ce sommeil paradoxal, il est plutôt prédominant dans la deuxième partie de la nuit. Donc, si vous avez quelque chose à mémoriser au niveau de ce petit train et de ces cycles du sommeil, c'est que dans la première partie du sommeil, vous avez une récupération physique et ensuite, dans les autres cycles, vous avez une récupération plutôt psychique. Donc, du coup, diminution du stress qui veut dire aussi meilleur encodage puisque vous allez aussi vous détendre. Voilà, et toute la partie mémorisation dans le sommeil paradoxal sera d'autant plus actif. Voilà pour la partie du sommeil paradoxal. Donc, si je résume, il favorise l'encodage,
il consolide les apprentissages, il stimule et renforce la mémoire, élimine les informations indésirables et il aide à se souvenir des rêves. Nous allons maintenant aborder la deuxième, notre allié qui est l'alimentation et les aliments qui favorisent la mémoire. Donc, vous avez les légumineuses qui sont riches en protéines végétales et les glucides qui libèrent le glucose lentement. C'est important d'avoir des indices à glycémique bas pour favoriser la concentration. Vous avez vu tout à l'heure qu'Ophélie vous parlait de l'attention et de la concentration. Ce sont les éléments clés pour favoriser la mémorisation. Nous y reviendrons après dans la suite de la webconférence. Nous avons aussi donc tous les céréales complètes avec ou sans gluten, donc l'orge, le boulgour et tout ce qui va être autour du riz, du quinoa, des maïs et du sarrasin qui vont aussi être des céréales complètes. Vous avez les fameux poissons gras qui sont riches en oméga 3 et qui sont très bons aussi pour la mémoire, donc les maquereaux, le saumon, les sardines, qui sont des éléments riches pour favoriser la mémorisation. Vous allez retrouver aussi la vitamine E avec les fruits secs. Souvent, effectivement, les gens me questionnent sur, je ne suis pas diététicienne, mais les amandes sont par exemple des fruits secs qui sont très, très bons pour favoriser la mémoire. Et vous avez notamment aussi la banane, le raisin, qui est riche en potassium, en vitamine B et en magnésium. Donc là, vous avez tout le cocktail en fait alimentaire pour favoriser une bonne hygiène alimentaire et une bonne mémorisation. Nous allons évoquer ensuite, donc nous avons aussi, excusez-moi, la betterave, le thé vert et le café du matin qui vont stimuler, qui vont favoriser aussi une bonne plasticité cérébrale. Et vous avez la petite gourmandise qui est le cacao noir. Alors noir avec un pourcentage de cacao important, mais un petit point de vigilance, il y a de la caféine aussi. C'est un excitant au niveau du cacao. Donc il va donner le moral. C'est très bon pour pouvoir favoriser le bien-être et s'endormir dans des bonnes conditions. Mais comme il est aussi parallèlement un excitant pour la petite collation de 16 heures ou pour le thé, c'est bien, mais pas trop le soir, quoi. Donc manger, faire le gourmand avec la tablette de chocolat devant la télé, peut-être à éviter. Voilà, donc nous avons ensuite les activités physiques, donc que ce soit en club ou tout simplement en allant faire vos courses à pied, en promenant votre chien, avoir effectivement une activité physique favorise la stimulation cardiaque, va stimuler aussi tout ce qui va être circulation sanguine et donc favoriser aussi au niveau du cerveau une déconnexion. Donc faire du sport est essentiel. Le faire en groupe est encore mieux pour pouvoir effectivement être dans la dimension sociale. J'ai souhaité aussi vous parler un petit peu de l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit du cerveau. Pourquoi? Parce que connaître son profil, avoir une connaissance de soi sur son mode d'apprentissage est intéressant aussi. Donc du coup, je vais vous évoquer un petit peu ce qui est intéressant dans ces deux hémisphères concernant effectivement les apprentissages. Donc, au niveau du cerveau gauche, on va avoir un profil plutôt lié à l'impulsivité. Donc, les choix vont être faits de manière plutôt spontanée. Donc, certains vont se retrouver plutôt sur ce profil-là et vous aurez aussi au niveau des émotions une facilité pour exprimer vos sentiments et vous serez sur les prises d'informations aussi basées sur les sensations. Par contre, le cerveau droit, lui, sera plus dans la planification. Donc, les actions qui seront menées seront faites de manière logique et ordonnée. Vous aurez au niveau du raisonnement des décisions qui sont prises de manière plutôt rationnelle, sans interférence avec l'émotionnel. Donc là, vous voyez, vous avez déjà deux profils entre le cerveau droit et gauche dans lequel vous pouvez vous reconnaître.
Nous avons à la slide suivante, sur le cerveau gauche, plutôt un sens artistique et créatif de développer qui va faire émerger des activités autour de l'écriture, de la danse, de la musique. Donc là, on peut retrouver effectivement les personnes qui vont aimer la danse de salon, par exemple. Vous avez aussi tout ce qui va être le domaine de l'intuition. Donc, les problèmes vont plutôt être résolus de manière intuitive et généralement, on aime moins suivre des instructions quand on a ce profil-là. Et il y a le domaine spirituel dans le sens, je vais aimer les mystères, les événements inexpliqués et plutôt, si je m'intéresse à des ouvrages, plutôt des ouvrages de fiction. Pour la partie droite du cerveau, on aura plutôt un sens logique, donc des compétences dans les matières scientifiques et des notions séquentielles. La précision, les solutions aux problèmes sont trouvées plutôt dans une démarche de recherche en adéquation avec d'évidence et on aura plutôt un sens des réalités important avec, du coup, si on fait le parallèle avec les lectures et les documents que vous aimez, plutôt donc des histoires réalistes et des documentaires. Voilà un petit peu, c'est un petit peu succinct, mais ça vous permet d'avoir une idée sur le profil droit et gauche du cerveau. On peut être des deux, bien entendu. Donc, si on fait une petite synthèse de ce qu'on vient de voir, si je reprends un peu l'exemple de mémoriser une règle de jeu. Moi, par exemple, si je dois lire la règle du jeu, ça ne me suffit pas. Si je la lis à voix haute, j'aurai effectivement encore plus de chances de la mémoriser, mais j'ai besoin effectivement de l'essayer et de la pratiquer et qu'après, je puisse l'expliquer aux autres. Voilà un petit peu le chemin pour favoriser la mémorisation. Donc, plus on pratique les choses, plus on les automatise et plus c'est facile. Comprendre, eh ben, c'est ce que disait Ophélie, ça se fait aussi en fonction de votre motivation. Vous allez créer des liens, vous allez transférer. Et si vous essayez, notamment lorsque vous appréhendez un nouveau jeu, c'est d'essayer et de vous tromper. L'erreur est source d'apprentissage. Il y a des jardiniers peut-être parmi vous qui diront, eh ben, si on veut que ça germe, eh ben, il faut se planter. Voilà. Donc, il faut aussi susciter son imaginaire et on verra un petit peu au niveau des stratégies de mémorisation ce qu'on peut mettre en place au niveau de l'imaginaire parce que susciter son imaginaire, sortir de sa zone de confort pour mémoriser est idéal. Et on revient sur l'essentiel, l'attention. Sans attention, pas de mémorisation. Et tout ce qui va être du domaine de la régulation des émotions qui est lié à la zone limbique du cerveau vont vraiment contribuer aussi à la mémorisation. Si vous avez une charge émotionnelle importante, il sera difficile de stocker des informations. Voilà un petit peu pour synthétiser le processus de mémorisation au niveau des apprentissages. Avez-vous des questions? Merci Céline pour cette première partie. Alors, il y a quelques questions effectivement qui remontent. Comment se fait-il que parfois on arrive à ne plus avoir de souvenirs avant un certain âge? Donc là, par exemple, la personne nous cite avant l'âge de 10 ans, elle a peu de souvenirs. Comment ça se fait? Alors effectivement, il y a l'intensité de l'émotion qui va faire qu'on s'en souvient ou pas. Mais effectivement, il y a des souvenirs qui sont qui sont liés à l'enfance, qui sont parfois difficiles à récupérer, mais qui vont au travers d'une consultation d'un album photo, d'un échange avec un ancien copain qu'on va croiser, tout de suite être réactivé et revenir si justement il y avait de l'intensité dans cette expérience vécue. Merci. Une personne nous indique qu'elle se souvient jamais de ses rêves. Est-ce que c'est normal? Oui. Alors on peut se souvenir de ses rêves comme on peut effectivement ne pas s'en souvenir. On rêve d'une manière plus ou moins intense et effectivement il y a la possibilité de les récupérer ou pas du tout. Merci. Et donc pour faire aussi une transition avec la partie d'après, est-ce qu'on peut toujours améliorer sa mémorisation après 60 ans et avec l'avancée en âge? Bien sûr.
Donc, en fait, en mettant en place des stratégies, en participant aux ateliers et effectivement en stimulant sa mémoire au travers des différents conseils qu'on va pouvoir prodiguer ensuite, qui sont soit des supports avec des jeux et notamment des supports comme les mots croisés, les mots fléchés, le sudoku, tous ces exercices-là qui vont favoriser aussi la stimulation cognitive. Merci Céline. Je vous propose de continuer sur la partie d'après. Très bien. Donc là, on a mis en illustration un petit ouvrage qui s'appelle Mon cerveau et qui est réalisé par Olivier Houdet et Grégoire Bortz, qui sont des neuroscientifiques qu'on entend actuellement beaucoup sur, voilà, sur nos antennes et qui sont donc deux chercheurs en neurosciences et qui ont mis plein de petites informations intéressantes et qui reprennent un petit peu ce on a pu dire avec Ophélie et les informations que vous pouvez aussi retrouver dans le cadre des ateliers. Voilà. Alors, du coup, nous allons passer à un exercice. Si vous avez la possibilité d'avoir un stylo avec une feuille, ce serait encore mieux. Donc, je vais vous proposer une liste de mots. Je vais la lire à voix haute en parallèle. Nous vous laisserons un petit temps donc, pour la mémoriser d'une minute. Nous allons cacher la liste avec une slide suivante. Et pendant ce temps, vous pourrez la noter et dans le chat nous dire combien de mots vous avez mémorisés. La deuxième étape sera d'échanger ensemble sur les stratégies de mémorisation et de les partager et ensuite de refaire l'exercice tenant compte des conseils prodigués. Voilà, donc là, nous avons donc une liste de mots. Je vais vous la lire. Donc, on a chaussette, France, Isabelle, Roumanie, kaki, écharpe, bleu, Paul, Alain, Nicolas, anorak, orange, Ouganda, Louis, blouson, blanc, rouge, Italie, toudoune et Danemark. Donc, on vous laisse une minute pour pouvoir mémoriser cette liste de mots. Je pense qu'on doit être à la fin de la minute, Marie. Oui. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu dans le chat combien de mots vous avez retenus? Très bien. Très bien. Donc, on peut effectivement, je vois qu'il y a des personnes qui mettent des commentaires sur les stratégies. Très, très bien. Donc, effectivement, il y avait 20 mots.
Et donc, certains ont effectivement noté qu'ils en avaient trouvé autour de 10. Ça faisait beaucoup de mots par rapport à ce que disait Ophélie. La capacité de stockage d'informations est déjà là importante. Donc, c'est normal que vous puissiez ne pas trouver tous les mots. Donc, les stratégies, effectivement, c'est de compter pour savoir effectivement combien de mots on a à mémoriser, ce qui permet de voir un petit peu où on en est au niveau de notre capacité de mémorisation. Donc, on pouvait effectivement aussi associer, ça fait partie des stratégies pour mémoriser. On pouvait faire des groupes, voilà, il y a des groupes qui apparaissent tout de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle la catégorisation. Vous pouvez aussi, en fonction de votre profil aussi d'apprentissage, on va parler du VAC, si vous êtes plutôt visuel, auditif ou kinesthésique, susciter votre imaginaire avec vos sens. Vous pouvez aussi surligner les mots-clés quand on veut aussi mémoriser des choses importantes, ça donne une information visuelle. Et il y avait aussi des acronymes qui pouvaient être une stratégie de mémorisation et avoir de l'humour pour pouvoir mémoriser cette liste de mots. Donc, on va tout de suite voir comment cela se met en œuvre. Donc, effectivement, vous avez fait des catégories. Donc, très bien pour ceux que je vois dans le chat qui nomment les catégories. Vous aviez donc 20 mots, vous en aviez 5 par catégorie. Si on reprend, on a les pays. J'ai fait exprès de les mettre dans l'ordre pour m'aider à mémoriser. Donc là, je suis déjà en train de mettre une stratégie pour diminuer ma charge mentale, parce que quand je catégorise, je donne à mon cerveau des informations, notamment pays, prénom, vêtements et couleurs. Et du coup, c'est une manière aussi de flouter un petit peu la capacité de mémorisation et diminuer la charge mentale. Donc moi, je les ai mis dans l'ordre pour que ça m'aide à mémoriser. Donc là, du coup, au travers des 5 pays, France, Roumanie, Ouganda, Italie et Danemark, si je prends ma première lettre, je me retrouve avec le mot froid. Là, j'ai un petit peu froid. Je le mime pour passer en mode kinesthésique et avoir une petite sensation. Nous avons les prénoms. Donc, Louis, Alain, Paul, Isabelle et Nicolas. Donc là, si je les mets dans cet ordre-là, je vais avoir le mot lapin. Ensuite, j'ai les vêtements. Donc, comme j'ai froid, j'ai décidé de me mettre plein de vêtements. Donc, anorak, blouson, cagoule, doudoune, écharpe. Je suis parée pour sortir. Donc là, je les ai mis dans l'ordre alphabétique. Je m'aide pour pouvoir récupérer ces informations. Donc, effectivement, quand vous avez des mots à mémoriser, utilisez ces stratégies et les mettre dans l'ordre qui vous arrange peut favoriser la mémorisation. Et là, si on passe dans le mode couleur, donc avec le bleu, le blanc et le rouge, tout de suite, vous allez me dire, c'est le drapeau. Donc là, vous pouvez vous mettre en mode visuel. Et là, j'ai les 2 dernières qui me restent, orange, qui ne rentrent pas dans le drapeau. Et là, je peux vous dire, c'est OK. Voilà. Et donc là, j'implique une nouvelle stratégie en étant dans le kinesthésique, dans le mouvement. Je peux aussi susciter mon imaginaire et me raconter une histoire pour inviter tous mes mots de ma liste avec mon lapin de France et j'agite donc mon petit lapin. De France, j'agite mon drapeau. Il est OK pour aller enfiler dans l'ordre alphabétique, parce que ça va être un indice récupérateur, 5 vêtements chauds. Donc, dans mon lapin, j'ai mes prénoms. Dans ma France, j'ai une partie de mes couleurs. Dans mon froid, j'ai les pays. Dans mon hockey, j'ai mon orange et mon kaki. Et je me suis vêtue de pas mal de vêtements dans l'ordre alphabétique pour pouvoir sortir dans le froid avec mon lapin. Voilà. Donc là, vous avez déjà différentes stratégies qu'on a synthétisées dans cette... Alors, effectivement, vous me dites, ça prend du temps. C'est des nouvelles habitudes à prendre et vous verrez comment vous allez être efficace. Donc, du coup, on va vous remettre la liste des mots. Bien entendu, il n'y avait pas à mémoriser, et j'ai omis de vous le dire, la place des mots dans l'espace écran, c'était uniquement la liste des mots. D'accord? Si vous voulez, on vous laisse un petit peu plus de temps puisqu'il y a pas mal de réactions sur le temps. Donc, on va vous le remettre. Donc là, on peut réafficher la liste des mots, Marie.
Voilà, très bien. Et je vais reprendre le temps de vous les relire tranquillement. Voilà, donc on a bien 20 mots. On a en tête toutes les stratégies qu'on vient de voir précédemment et vous allez voir combien vous allez être efficace. On reprend. Donc, chaussettes, France, Isabelle, Roumanie, kaki, écharpe, Alain, Paul, Nicolas, bleu, orange, anorak, Ouganda, blanc, doudoune, Danemark, Louis, rouge, blouson, Italie. À vous. Donc, on va vous laisser un petit peu plus de temps. Voilà, je pense qu'on a dépassé la minute, Marie. On est à 1 minute 23. OK. Donc là, si je regarde les résultats, on avoisine les 20 pour une majorité d'entre vous, du 17, du 18, presque tout. Voilà, super. Voilà. Donc, dans le chat, c'est très actif. Donc, on voit que effectivement, que les stratégies évoquées précédemment dans la slide qui synthétisaient les différentes techniques, vous avez bien évolué sur vos résultats. Effectivement, il y avait une petite erreur sur un des mots au niveau de la cagoule, je pense. Donc, ça, c'est une erreur de ma part. Voilà, je vous félicite. Vous avez donc bien pris en compte les stratégies et les conseils. Et du coup, on voit combien c'est efficace. On va pouvoir du coup passer à d'autres exercices pour favoriser donc la mémorisation. Donc, on va parler des fonctions exécutives. Nous avons parlé de l'attention. Sans attention, pas de mémorisation. Et on va pouvoir faire un petit focus dessus ensuite. On va parler aussi donc de l'inhibition et de la flexibilité. Et j'ai souhaité mettre la planification et la régulation émotionnelle, mais nous ne pouvons pas tout aborder. Donc, on va faire un focus essentiellement sur l'attention et l'inhibition et la flexibilité, sachant qu'on a vu là les stratégies pour mémoriser, mais que ces fonctions exécutives sont importantes aussi dans le cadre des apprentissages. Donc, on va pouvoir passer à la slide suivante sur l'attention. Donc, vous avez différents types d'attention, qui est l'attention soutenue pour une même tâche. Vous avez l'attention sélective qui permet d'être sur une même tâche, mais d'éliminer les distracteurs, c'est-à-dire effectivement s'il y a du bruit dans la rue, s'il y a la télé qui fonctionne, de pouvoir faire abstraction de ces éléments-là qui vont être des perturbateurs pour mémoriser. Et vous avez l'attention partagée qui vous permet de faire deux choses en même temps, comme cuisiner et écouter la radio en même temps. Donc, plus on est attentif, effectivement, meilleure est la mémorisation. Pour cela, vous pouvez effectivement pratiquer des petits exercices. Donc, qui sont la bienvenue? La méditation, la sophrologie, des applications comme Petit Bambou, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez aussi
tous les exercices au niveau de la respiration abdominale qu'on vous a illustrés ici. J'inspire, donc je fais rentrer de l'air, donc je gonfle mon ventre. Et après, j'expire et j'expulse l'air. Et plus l'expiration est longue, plus je me détends, plus je favorise le bien-être. Et plus je favorise le bien-être, plus je peux favoriser les connexions neuronales puisque je suis disponible. Vous avez après des petites applications aussi qui favorisent la respiration. On vous a mis, et vous pourrez sur le replay le récupérer, la version Android et Apple au niveau de Respirelax, qui est une application aussi très intéressante pour favoriser la respiration et donc aussi favoriser l'attention. Donc, vous avez aussi d'autres exercices avec cohérence cardiaque. Il y a différents types d'exercices. On a souhaité vous mettre ces deux-là. Après, vous avez effectivement des jeux. Donc, on a pu, au travers des ateliers de défis, aussi travailler avec des jeux. Et il y a notamment une médiathèque qui a mis en place, notamment sur Roderick, un atelier junior-senior au travers de la ludopédagogie, parce que les jeux sont intéressants aussi pour mémoriser. Il reste bien entendu tous les jeux de cartes, il reste les échecs et tous les livrets que vous pouvez utiliser pour mémoriser et faire des sudoku ou des mots croisés ou d'autres types de jeux cognitifs. Mais là, on va aborder des jeux plutôt intergénérationnels. Donc, vous avez le jeu des sardines qui favorise aussi l'observation et l'attention. Vous avez les mémories, ça c'est un classique qui favorise les associations. Et vous avez aussi toute la série Smart Games. Donc, je n'ai pas d'action sur Smart Games, mais qui sont très intéressants. Et tout ce que vous pouvez travailler au niveau de la planification, du logicomate, de la mémorisation, etc., sont marqués sur la tranche du jeu. Donc, on vous a mis aussi un accès à ce type de jeu. Voilà, vous avez le Tip Top Clack qui va être plutôt sur de la mémoire kinesthésique, et vous avez des jeux comme Cartador ou le jeu des 7 différences. Là, c'est une petite application qu'on peut trouver aussi et que vous retrouvez dans vos journaux locaux. Voilà, donc ça, ce sont des supports qui favorisent aussi l'attention. On va évoquer ensuite les fonctions exécutives avec l'inhibition et la flexibilité. Donc, qu'est-ce que l'inhibition? La capacité donc à résister aux automatismes, les automatismes étant les habitudes que vous avez. Et la flexibilité qui va vous permettre de vous adapter et de transférer des informations, donc d'élaborer un nouveau point de vue. Si je prends l'exemple, vous avez une voiture avec un boîtier à vitesse manuelle depuis des années. Vous avez investi dans une voiture automatique. Vous allez chercher la 3e pédale parce que vous avez acquis des habitudes au niveau de la voiture automatique et il va falloir passer à juste un accélérateur et au début, vous allez être complètement perdu, ce qui est tout à fait normal parce que vous avez des habitudes. Il va falloir oublier ces habitudes-là, donc inhiber et faire preuve de flexibilité en vous adaptant à la nouvelle conduite avec une voiture automatique. Voilà. Et la flexibilité, c'est aussi la flexibilité mentale qui permet de s'adapter à des nouvelles situations. Donc là, on a un exemple qu'on utilise aussi en atelier. Donc, je vais vous l'illustrer au travers d'une première consigne pour vous illustrer ce qu'est l'inhibition et la flexibilité. Donc là, on a un jeu qui s'appelle Code couleur qui représente ici sur la slide. Donc, vous avez une première ligne avec les mots à lire sans être interféré par la couleur qui n'est pas forcément en lien avec le mot. Donc, si je reprends la première ligne, j'ai bleu, jaune, bleu, rouge, bleu. La deuxième ligne, vert, jaune, rouge, vert, jaune. Donc, je suis focus sur le mot et je dois ne pas me laisser perturber par la couleur. Donc, je dois être très attentive. Maintenant, deuxième consigne, je passe à la ligne 3. Je dois lire la couleur, je dois la dire et je dois occulter le mot. Et là, c'est beaucoup plus difficile. Et là, vous allez faire preuve d'inhibition et de flexibilité. Donc, on y va. On doit dire la couleur. Donc, je suis à la 3e ligne. Donc là, j'ai rouge, bleu, jaune, vert et rouge.
Ligne suivante, la quatrième, je suis focus sur la couleur jaune, vert, rouge, bleu, vert. Et je sais que vous avez derrière votre écran parfois un petit peu bugué sur certains mots, notamment parce que vous êtes influencé par la première consigne et la lecture du mot. Et c'est très difficile là de s'adapter à la deuxième consigne et c'est tout à fait normal. Et c'est en s'exerçant notamment avec des jeux que vous pourrez y remédier. Donc après, on peut faire encore plus difficile. On peut faire effectivement couleur, mot, couleur, mot, couleur. Et là, ça va donner, si je prends la couleur et que je démarre, ça va me donner du jaune, le rouge, le vert, le jaune et le bleu. Donc, vous voyez au niveau de l'adaptation comment ça peut être effectivement difficile, mais intéressant et stimulant. Donc, ça fait partie des exercices que vous pouvez trouver notamment dans les ateliers STEAMCO. Donc, on va pouvoir l'illustrer à travers des jeux. Donc, vous avez une série de jeux qui fait travailler les fonctions exécutives et notamment l'inhibition et la flexibilité. Donc, vous avez le Ni oui ni non, qui est un jeu auquel vous avez joué enfant et qui aujourd'hui est formulé sous forme de jeu. Vous avez le Bazar bizarre, donc qui est un jeu aussi très intéressant. Le Color Addict, qui reprend exactement l'exercice que nous venons de faire sous forme de jeu. Donc voilà, où là, effectivement, il va y avoir aussi de la rapidité. Vous avez le Uno et tout ce qui est discrimination visuelle, rapidité et effectivement inhibition et flexibilité au travers de deux jeux que les ados adorent aussi, le Double et le Jungle Speed. Donc voilà un petit peu au niveau des jeux. Et donc nous avons fait un tour d'une partie des stratégies pour faciliter la mémorisation. Et je terminerai par cette phrase d'Albert Einstein: la créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse. Donc je vous invite à venir vous amuser en atelier STEAMCO et PEPS, comme va le préciser Marie, et au plaisir de vous revoir sur nos ateliers. Merci pour votre attention. Un grand merci Céline pour votre intervention sur cette seconde partie de webconférence. Un grand merci à toutes les deux, Céline et Ophélie, pour vos interventions de ce matin qui étaient riches à la fois en informations mais aussi en activités et en jeux qui ont pu être appréciés au regard des commentaires sur le chat. Avant de se quitter, effectivement, quelques informations sur les ateliers en présentiel, hein, puisque l'objectif, c'est aussi pour nous de pouvoir vous expliquer ce qu'on fait aussi en présentiel et de vous retrouver en atelier. Donc, on a eu aussi beaucoup de questions sur le sommeil, sur la gestion du stress. Donc, sachez aussi que c'est des sujets qui sont traités en atelier et vous pouvez nous y rejoindre sans souci, hein. Toutes les informations sont disponibles sur notre site internet où vous pouvez nous contacter aussi sur Facebook ou par mail ou par téléphone. Vous aurez toutes les informations dans le support. On va faire un petit zoom sur les ateliers autour de la mémoire. Sachez aussi qu'il y a un replay, comme je l'avais précisé, hein, sur la thématique du sommeil qui s'appelle Favoriser un sommeil de qualité sur notre chaîne YouTube, que vous pouvez aller visionner aussi si vous souhaitez bénéficier d'informations rapidement sur le sujet du sommeil. Et puis si bien évidemment parmi les ateliers qui vont vous être présentés juste après, vous n'identifiez pas votre commune ou une commune en proximité de chez vous, sachez que sur votre site internet, vous pouvez aussi vous préinscrire à nos ateliers. Donc, il suffit d'aller sur la page préinscription et de sélectionner les thématiques qui vous intéressent, ce qui vous permettra d'être enregistré dans notre base de données et d'être contacté lorsqu'un atelier se mettra en place en proximité de chez vous. Alors, quels sont les ateliers autour de la mémoire que Défi Autonomie propose ? On a les ateliers donc de stimulation cognitive autour de l'atelier donc qui s'appelle l'atelier STEAMCO, qui se déploie en 5 séances de 2 heures, qui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau et de la mémoire pour préserver vos capacités cognitives. Et donc c'est un atelier aussi qui est basé sur le partage d'expériences, sur des mises en situation avec des exercices concrets, comme Céline et Ophélie ont pu le faire ce matin, et avec des solutions simples et concrètes qui vous sont proposées.
Donc pour cela, vous pouvez vous y inscrire, hein. Donc vous pourrez vous informer sur le fonctionnement du cerveau, prendre conscience aussi des comportements à mettre en œuvre pour stimuler et entretenir ces fonctions cognitives et aussi vous rassurer, vous redonner confiance. Et puis aussi, dans le cadre des ateliers, c'est l'occasion de rencontrer du monde, donc de rompre l'isolement et aussi d'avoir un lien social et de retrouver, pourquoi pas, des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps qui habitent en proximité de chez vous. Donc, n'hésitez pas aussi à venir accompagner. Donc, les ateliers STEAMCO à venir sur le second semestre notamment. Donc, il y a des ateliers à venir sur Fourmi, sur l'ERS, sur ANOR, sur FAMARS pour le département du Nord. Sur Beuvrages, Noix-les-Valenciennes, Allouin, Marchiennes et Lers. Alors oui, je passe rapidement, mais ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer le support, donc vous retrouverez toutes les informations et puis vous retrouvez des informations à nouveau sur notre site internet et également sur nos réseaux sociaux si vous êtes présents. N'hésitez pas à suivre la page Facebook Défi Autonomie Senior. Vous avez tous les mois le calendrier des actions par département qui est posté. Dans l'Aisne, ce sera à Courmel, dans la Somme, ce sera à Gamaches et dans l'Oise à Saint-Sauveur. Et dans le Pas-de-Calais, la programmation va être disponible très prochainement. On a aussi des ateliers qui vont mêler mémoire et activité physique adaptée. Donc, pour pratiquer une activité physique adaptée en mêlant des exercices autour de la mémoire. Donc, c'est un atelier qui est déployé en 12 semaines avec 12 séances d'1 heure par semaine. Donc là, cette fois, on va sensibiliser à l'entretien du capital santé. À nouveau, faire prendre conscience des comportements à mettre en œuvre pour stimuler et entretenir ses fonctions cognitives, se rassurer et donner confiance. Et puis aussi, vous donner l'envie de reprendre une activité physique. Bien évidemment, vous pouvez vous inscrire à la fois aux ateliers STEAMCO et aux ateliers mémoire en mouvement si ce sont des sujets qui vous intéressent. Il n'y a pas de limite d'inscription aux ateliers. Donc, on va travailler la mobilité, la souplesse, la posture, la respiration et la relaxation, qui sont des points importants comme Céline l'a évoqué, l'endurance, des exercices en double tâche pour faire travailler justement aussi sa mémoire, l'attention, la mémoire, le raisonnement et le traitement de l'information. Je le rappelle, les ateliers sont entièrement gratuits puisqu'ils sont financés par vos caisses de retraite. Donc, les ateliers mémoire en mouvement à venir, donc à Château-Thierry dans l'Aisne, à Clairoy dans l'Oise. Et il y en aura potentiellement aussi dans le Nord et dans le Pas-de-Calais, donc n'hésitez pas à suivre la programmation. Et enfin, les ateliers PEPS Eureka qui vont permettre d'aller un petit peu plus loin aussi et d'approfondir vos connaissances et d'aller sur des exercices un peu plus poussés par rapport à l'atelier STEAMCO. Donc là, l'atelier PEPS Eureka, on va être autour de l'attention, la concentration. Et donc, c'est 10 séances organisées sur 10 semaines sur des temps de 2 heures chacun. Et donc là, cette fois, on va prendre conscience aussi de l'importance d'une bonne alimentation. On va dédramatiser les troubles de la mémoire. On va avoir des exercices ludiques et pratiques pour entretenir sa mémoire. On va comprendre aussi tout ce qui va venir influencer le cerveau et puis comment agir sur ces facteurs et sur l'environnement pour améliorer sa santé et son bien-être en général. Et donc, on va avoir des ateliers à Valescourt dans l'Oise, à Guise dans l'Aisne, à La Capelle dans l'Aisne. Et donc, évidemment, il y en aura aussi d'autres à venir dans les mois prochains, dans les semaines à venir, et bien évidemment sur les 5 départements de la région des Hauts-de-France. Donc, vous avez toutes les informations. Si vous avez besoin de retrouver de l'information sur notre site internet, rendez-vous sur le site www.défi-autonomie-senior.fr. Si vous avez besoin de nous contacter, ça peut être par mail à l'adresse contact@défi-autonomie-senior.fr ou par téléphone au 03 20 49 05 08. Vous pouvez donc nous suivre sur les réseaux sociaux également, visionner les replays sur notre chaîne YouTube et puis vous inscrire à notre newsletter qui est envoyée chaque début de mois, ce qui vous permettra aussi de retrouver le calendrier des actions à venir dans le mois et de suivre nos actualités et de bénéficier aussi d'informations complémentaires autour du bien vieillir. Un grand merci à vous tous pour votre participation ce matin à cette webconférence et on vous souhaite à tous un très bon appétit. Merci, à bientôt et au plaisir de vous retrouver en atelier.